Alors, bonjour à tous, bienvenue à Imagine et bienvenue à la Fête de la Science. On vous propose aujourd'hui un programme de conférences dédié à cette fête. Et la conférence qui va démarrer va parler de la thérapie génique. Donc, nous sommes accompagnés pour cette conférence du docteur Michaela Semeraro, qui va prendre la parole juste après moi. Nous aurons aussi le docteur Alessandra Magnani, qui est juste à gauche. Nous avons Marcelo Simon-Sola, qui est chercheur à l'Institut Imagine, et docteur Caroline Tuchman-Durand. Donc je les laisserai, si elles le souhaitent, se présenter plus précisément. Et je vais leur laisser la parole. Je précise juste avant que les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez, vous pouvez poser des questions quand vous le souhaitez durant la conférence. Je vous demanderai juste de lever la main pour que je puisse vous donner un micro, parce que sinon, les autres ne vous entendront pas. Et les personnes qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Je les poserai ensuite aux intervenants. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Michaela Semeraro, je suis médecin pédiatre ici à l'hôpital Necker. Je travaille juste ici dans l'Institut Imagine au rez-de-chaussée et je m'occupe de nouveaux médicaments et en particulier de thérapie génique. Et donc c'est justement de thérapie génique que aujourd'hui on voulait vous parler pour vous expliquer les domaines dans lesquels on travaille et comment on fait la thérapie génique. Donc quand on parle de thérapie génique, on indique une méthode thérapeutique pour introduire du matériel génétique dans une cellule malade. La thérapie génique est née comme traitement dans les maladies monogéniques, mais après, pendant nos présentations, on va vous montrer que maintenant, ce n'est pas que ça. Donc, l'objectif de la thérapie génique, c'est de suppléer un gène malade, d'éliminer ou réparer un gène qui est altéré directement dans la cellule, et on vous montrera comment arriver directement dans la cellule, ou produire des cellules qui sont modifiées par le génie de la thérapie génique pour aller combattre une autre cellule malade. Et c'est le cas, par exemple, des CAR T-cells, probablement vous avez déjà entendu parler de ça, qui servent pour armer les globules blancs du patient contre les cellules cancéreuses, en particulier des lymphomes et des leucémies très agressives. Comment on fait la thérapie génique? Je vais vous montrer qu'il y a des différentes modalités, 2 voire 3 modalités, mais à la base, donc, on collecte des cellules souches, donc des cellules qui ont la capacité de se multiplier. En particulier, comme vous voyez ici dans l'exemple, sont des cellules de la souche de la moelle osseuse, donc des cellules qui ont la capacité de pouvoir se reproduire et qui sont dans nos œufs. Et on les collecte donc avec des différentes prises de sang. Après, on les met in vitro en contact avec l'ADN, avec des structures particulières capables du coup de pouvoir faire entrer l'ADN directement dans la cellule souche. Et ensuite, une fois que ces cellules se sont correctement corrigées et qu'elles se sont multipliées in vitro, on peut les réinfuser aux patients comme une transfusion sanguine normale. Donc, comme ça a l'air assez simple, mais ce n'est pas si simple et les différentes difficultés sont dictées par différentes problématiques. Tout d'abord, la cible qu'on doit rejoindre. Là, je vous ai montré l'exemple des thérapies géniques avec une correction au niveau des cellules souches de la moelle osseuse. Et ça, c'est un exemple typique pour toutes les maladies génétiques qui ont un problème au niveau des cellules hématopoïétiques, donc des cellules qui dérivent du sang. Mais il y a d'autres organes qui peuvent être corrigés par thérapie génique, comme par exemple, actuellement, on a plusieurs médicaments qui sont déjà sur le marché pour corriger des pathologies avec le génie de la thérapie génique. Par exemple, l'hémophilie, où il y a un défaut de production de facteurs de la coagulation, ou des maladies neuromusculaires comme la myotrophie spinale, ou des maladies métaboliques où il y a un défaut d'un enzyme de production pour avoir un métabolisme correct dans l'organisme.
ou les maladies monogéniques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des maladies où un seul gène est atteint, et comme par exemple des immunodéficits primitifs ou des pathologies du globule rouge. Pathologies du globule rouge qui ne sont pas des maladies si rares, mais comme la bêta-thalassémie ou la drépanocytose. Dans le détail, donc, qu'est-ce que ça veut dire faire de la thérapie génique? Nous avons notre produit de thérapie génique, donc, que vous voyez tout en haut comme l'ADN, qui doit arriver à sa cible thérapeutique qui est une cellule de l'organisme. Donc l'objectif, c'est de ne pas aller distribuer le produit de thérapie génique dans d'autres cellules. C'est vraiment de viser exactement la cellule qu'on doit traiter. Pour cela, donc, on doit utiliser un vecteur. Un vecteur, c'est comme une voiture qui va diriger directement le produit de thérapie génique dans la cellule cible. Ce vecteur, normalement, dans la plupart des cas, c'est un virus qui est dépourvu de toute pathogénicité et qui arrive à cibler directement la cellule intéressée. Mais pour ça, une fois que donc notre produit de thérapie génique est rentré dans la voiture, et donc il est dans le vecteur pour aller cibler cibler la cellule malade, on a besoin aussi que l'ADN du produit de thérapie génique soit capable de pouvoir devenir protéine et donc de faire son travail. Et pour faire cela, il a besoin de ce qu'on appelle un promoteur, donc un directeur qui lui dit alors il faut aller là, il faut ouvrir et effectuer tous les processus qui dans l'ADN permet d'obtenir une protéine. Donc, pour faire cela, c'est une longue histoire qui a commencé, bien sûr, il y a très longtemps, avec la description des lois de la génétique par Mendel et par la description de la structure de l'ADN par Watson et Crick. Et c'est après, à la fin du XXe siècle, qu'ils ont commencé les premiers essais de thérapie génique. Les premiers essais de thérapie génique dans des pathologies des immunodéficits primitifs, dont Necker est pionnier dans ce type d'essais thérapeutiques. Mais comme vous pouvez voir, après, on a eu plusieurs essais thérapeutiques qui se sont déroulés tout au long de ces dernières années. Des essais thérapeutiques sur différents types de pathologies. Donc, je vous ai dit, actuellement, on a des traitements qui sont utilisés couramment de thérapie génique pour le traitement de certaines maladies neuromusculaires, pour des cécités, donc pour des pathologies de la rétine, avec un traitement directement de thérapie génique dans la rétine, dans certaines maladies métaboliques, dans la bêta-thalassémie et dans d'autres pathologies pour lesquelles les essais sont toujours en cours, comme par exemple, je vous ai dit l'hémophilie A et l'hémophilie B, mais aussi d'autres pathologies soit monogéniques, soit de pathologies cancéreuses où on essaie d'armer les cellules propres de l'organisme contre la cellule cancéreuse. Il y a deux modalités différentes de thérapie génique, voire trois, parce que mes collègues ils vont vous expliquer plus dans les détails. La thérapie génique peut être réalisée ex vivo. Ex vivo, c'est les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, donc de prélever les cellules souches du patient, de les mettre en contact in vitro, donc en dehors de l'organisme, avec le produit de thérapie génique bien armé avec le promoteur dans le vecteur, et donc permettre que ces cellules puissent se reproduire, vérifier qu'effectivement il n'y a pas des erreurs génétiques qui se sont produites in vitro, et ensuite pouvoir les réinjecter directement aux patients, comme je vous disais, comme une transfusion. L'autre méthode est la méthode de réalisation in vivo. La réalisation in vivo, c'est le fait quand la cible à atteindre n'est pas est plus compliquée, il faut l'atteindre plus directement. Dans ces cas-là, du coup, on utilise des vecteurs différents, dont Marcelo va vous parler, et qui peuvent atteindre directement l'organe cible. Dans ces cas-là, du coup, on parle de thérapie in vivo.
Vous avez sûrement aussi entendu parler d'une autre technique, qui est la technique de CRISPR-Cas9, qui est une technique enzymatique qui a été copiée à la nature, et donc ce qui se passe normalement pour certaines bactéries pour se défendre en nature, et qui est une technique qui permet de pouvoir couper par des enzymes directement la partie de l'ADN malade et pouvoir recoudre la partie qui on veut amener, donc la partie thérapeutique saine. Voilà, donc ça c'est vraiment pour une overview de la thérapie génique, et donc je laisse la parole à ma collègue, le docteur Magnani, qui vous parlera plus dans les détails de l'essai des immunodéficits primitifs SCID. Voilà. Super. Merci beaucoup, Michaela. Alors, je le mets en grand. PowerPoint, je crois. Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Alessandra Magnani, je suis médecin pédiatre, immunologue ici à l'hôpital Necker. Je travaille dans le laboratoire de thérapie cellulaire et génique avec le professeur Cavazzana. Et comme Michaela l'a donc très bien expliqué, très bien introduit, on travaille donc sur des pathologies du système hématopoïétique, donc à la fois les cellules du système immunitaire, donc les lymphocytes, les granulocytes, etc., et les cellules du système hématopoïétique, donc les globules rouges. Donc dans les domaines plutôt des anémies comme la drépanocytose ou la bêta-thalassémie. Donc j'ai choisi aujourd'hui un exemple pour vous montrer notre activité, un exemple pour vous montrer qu'est-ce que c'est en pratique faire de la thérapie génique et soigner une pathologie avec cette stratégie. Et j'ai choisi un exemple historique, parce que c'est donc, comme Michaela l'a bien expliqué, c'était le premier protocole qui a été des succès chez l'homme en thérapie génique au monde. Et il a été réalisé ici à l'hôpital Necker en 1999 par le professeur Fischer, le professeur Cavazzana et le professeur Salima Hassanbey. Donc là, ici, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le développement donc, du système hématopoïétique. Je montre cela parce que voilà, ça c'est la cible du premier protocole de thérapie génique. Donc la cellule souche hématopoïétique, c'est une cellule très immature, présente dans les niches de la moelle osseuse. Ah oui, très bien, on voit ça. Donc dans la niche de la moelle osseuse, donc présente dans les os comme le fémur, l'humérus, etc. On retrouve donc des niches, donc Oups, pardon. On retrouve donc ces cellules qui sont très immatures, je disais, et qui, suite à des stimuli, plusieurs stimuli, peuvent se multiplier, se différencier, en donnant lieu à toutes les cellules du système immunitaire qu'on retrouve en périphérie. Donc, ce qu'on retrouve ici sur la droite de cette image, ce sont les acteurs du système immunitaire. Donc, on retrouve les lymphocytes, les NK, les cellules B, les cellules T, les plasmacelles qui produisent les anticorps, mais également les globules rouges et d'autres cellules comme les granulocytes, qui sont également impliquées dans la défense contre les germes, contre les pathogènes. Donc, il y a des défauts génétiques qui peuvent entraîner donc, des pathologies liées à des altérations dans le développement de ces différentes cellules. Donc, en fonction des cellules qui seront donc atteintes, et donc du défaut génétique, on a des pathologies qu'on a listées ici sur la droite, des pathologies donc, du système immunitaire, mais également des anémies, qu'on peut traiter, qu'on a traité d'ailleurs, ou qu'on est en train de traiter avec la stratégie de thérapie génique. Et en particulier, l'exemple donc historique dont je vais parler plus en détail aujourd'hui, c'est celui de la forme de déficit immunitaire combiné sévère, Severe Combined Immunodeficiency en anglais, donc SCID, et en particulier la forme de SCID liée à l'X, qui est la forme plus fréquente de ce déficit immunitaire extrêmement sévère, qui est donc dû à un défaut génétique qui entraîne l'absence en périphérie des lymphocytes T et cellules NK et une altération fonctionnelle des lymphocytes B, donc les cellules qui produisent les anticorps. Donc, ce sont des patients, les patients donc, atteints de ces déficits immunitaires en particulier, ce sont des patients qui ont malheureusement une pathologie extrêmement grave qui se manifeste dans les tout premiers mois de vie.
Donc, avec des infections très graves, opportunistes. Quand on parle d'infections opportunistes, ça veut dire que ce sont des infections pour des germes qui sont tout à fait gérables, je dirais, par des enfants immunocompétents, donc des bébés en forme, mais qui malheureusement, chez ces patients, deviennent dramatiques. Donc, ils entraînent des tableaux cliniques extrêmement sévères qui nécessitent d'être traités dans la première année de vie. Sinon, les patients ne survivent pas à ces déficits aussi graves. Et les traitements classiques, les traitements standards, c'est la greffe de moelle osseuse. Donc, très schématiquement, le principe de la greffe de moelle osseuse, c'est celle de prendre des cellules souches, donc les cellules très immatures qu'on a vues tout au début, d'un donneur, qui peut être un donneur familial ou un donneur un peu partout dans le monde. On prend les cellules souches, on les réinjecte au patient. Le problème, c'est qu'on ne réinjecte pas que les cellules souches hématopoïétiques, mais d'autres cellules qui vont avec, dont les lymphocytes T mûrs, qui peuvent entraîner des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes chez l'enfant, notamment si les donneurs et receveurs ne sont pas compatibles, HLA compatibles, donc une compatibilité de type immunologique. Et cette stratégie donc, de greffe de moelle osseuse, c'est la stratégie classique, standard. Le but, c'est de remplacer le système hématopoïétique du patient, du bébé malade, par celui du donneur. Et vous avez sûrement entendu parler donc, des bébés bulles, que Michael a également mentionné tout à l'heure. Ici, on a une photo donc, d'un bébé qui est traité par une greffe de moelle osseuse, qui se trouve donc dans une bulle où il est protégé complètement de l'extérieur. Et ici, il est donc dans cette jolie photo avec le professeur Fischer. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand il n'y a pas une compatibilité parfaite entre donneur et receveur, les conséquences peuvent être également très graves, parce que les patients peuvent présenter des réactions immunitaires extrêmement graves, avec une très grave toxicité, voire une mortalité importante. À cause, donc, comme je disais, à la fois des cellules qui attaquent le patient, mais également des cellules du patient qui attaquent le greffon. Donc, ça peut être très, très compliqué aussi à gérer et à soigner. Donc, c'est dans ces contextes très, très particuliers et très graves pour les patients que le premier protocole de thérapie génique a été conçu et réalisé. Ça, c'est un schéma du processus de la thérapie génique ex vivo. Donc, la thérapie génique ex vivo, comme Michael l'a déjà expliqué, on prend les cellules souches du patient, soit à partir de la moelle osseuse directement, soit on les mobilise en périphérie et on est capable de les récupérer, donc à l'extérieur du patient. Au laboratoire, on les sélectionne grâce à un marqueur de surface qui est celui CD34, mais bon, c'est un détail. On les sélectionne, donc on les isole. Et après, toujours au laboratoire, donc pas dans les patients, mais au laboratoire, on les met en culture avec ce qu'on appelle un vecteur. Les vecteurs, c'est Marcelo qui vous expliquera tout sur les vecteurs, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste un mot pour expliquer dans le schéma, dans le design. Donc, le vecteur, c'est... les vecteurs servent, comme l'a expliqué Michaela, à faire rentrer dans la cellule les matériels génétiques qui nous intéressent. Donc, une copie saine du gène qui est déficitaire chez l'enfant. Donc, ce gène qui est représenté ici avec ce trait jaune, petit trait jaune, il est intégré dans le génome de la cellule. Donc, tout ça prend environ 3-4 jours au laboratoire. Au bout de ces 3-4 jours, ça dépend, 3-4 parce que ça dépend des différents protocoles et des caractéristiques des cellules, etc. Au bout de ces 3-4 jours, donc on congèle les cellules parce que comme ça, on est capable de réaliser tous les contrôles qualité nécessaires pour s'assurer que les cellules sont bien transduites. Transduites, ça veut dire qu'elles ont bien intégré cette copie saine du gène, qu'elles ne présentent pas des problèmes, des contaminations, quoi que ce soit. Donc, quand ensuite les cellules, donc, ces produits est validé, le patient, il est rappelé à l'hôpital, il reçoit, si nécessaire, un petit conditionnement pour faire de la place dans la moelle osseuse, et ensuite les cellules sont réinjectées au patient. Et à ce moment-là, elles sont capables de se réinsérer dans la moelle osseuse spontanément, parce qu'ils ont des récepteurs qui les guident spontanément vers la moelle osseuse, et elles sont ensuite capables de produire la protéine manquante, et donc de restaurer la fonction, et donc de guérir l'enfant. Et ce qui est très important, donc je l'ai souligné ici, le but c'est donc évidemment de restaurer un système immunitaire fonctionnel, comme, si vous voulez, pour la moelle osseuse, pour la greffe de moelle osseuse, mais avec la correction des cellules propres du patient et pas des cellules d'un donneur. Et là, c'est donc le premier protocole qui avait été réalisé en 1999, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, d'une façon également donc,
schématique. On retrouve ici notre patient, notre bébé, qui n'est pas aussi en bon état au moment, malheureusement, au moment normalement du diagnostic. Il est très infecté, très mal, très grave, et qui ne présente donc pas avant traitement ces cellules qui sont absentes donc en périphérie, ces acteurs du système immunitaire. Ensuite, ici, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas dans les détails. On prend ces cellules, on les transduit, donc, comme on dit en jargon, avec ces vecteurs. Et on retrouve ici, c'est en petits traits rouges, les gènes qui s'intègrent dans les cellules. Ce n'est pas grave si elles ne s'intègrent pas dans toutes les cellules, parce que les cellules qui sont transduites sont capables de proliférer, donc de se multiplier, ça veut dire se multiplier, parce qu'elles ont un avantage énorme sur les cellules qui n'ont pas cette protéine, parce que celles qui n'ont pas cette protéine ne peuvent pas donner lieu à ces cellules en périphérie. Et donc, ce premier protocole, qui a été ensuite développé ultérieurement, amélioré, etc., il a été la preuve de concept de l'efficacité de l'approche, de cette approche thérapeutique par thérapie génique pour soigner une maladie monogénique. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marcelo, qui expliquera la construction des vecteurs. Je vais parler surtout sur un vecteur qui s'appelle AAV, un type de vecteur pour la thérapie génique. Voilà. Bon, je m'appelle Marcelo, je suis ingénieur d'études ici chez Imagine. Je suis responsable d'une plateforme de production de vecteurs viraux pour la thérapie génique, des vecteurs viraux AAV plus spécifiquement. Je travaille en collaboration avec des médecins et des chercheurs chez Imagine et on développe des différentes thérapies géniques, comme j'avais dit, avec des AAV pour différentes maladies ici chez Imagine et aussi dans d'autres instituts à Paris. D'abord, AAV c'est un virus qu'on trouve dans la nature. C'est un virus qui cause aucune maladie chez les humains, ça c'est très important. On va prendre l'AAV qu'on trouve dans la nature et on va construire un vecteur viral, de vecteurs viraux avec ça. Un vecteur viraux, c'est pas tout à fait la même chose. On va prendre la capside de virus, qui c'est un genre d'enveloppe d'AAV. L'AAV qui est un virus qui est étudié, qui a été découvert en 1965, qui est super bien étudié, il connaît très bien et qu'on sait qu'il ne cause pas de maladie et que c'est pour ça qu'il a été choisi comme un vecteur viral. On va prendre sa capside, on va prendre juste la capside, on va dire qu'on a un virus vide et on va introduire, on va mettre à l'intérieur un gène médicament pour traiter une maladie. Et du coup, là, on va avoir un vecteur. On ne va pas travailler directement avec le virus sauvage et on va avoir un vecteur viral. On a changé les virus et on a introduit un gène médicament. Ce gène médicament va être après injecté chez les patients. Les vecteurs viraux, ils ont la capacité de cibler des cellules malades chez les patients. Les cellules malades, ça peut être des cellules de foie, du cerveau, du rein, des yeux. Ils vont entrer dans la cellule. La capside elle va être détruite pour la cellule et la copie de gène médicament va entrer dans les nucléus et va remplacer un gène qui était malade. On appelle ça un gene replacement en anglais. Ou simplement, on va remplacer un gène malade pour une copie de gène sain qui va restaurer l'activité de la cellule. La thérapie génique avec des AAV, elle est très utilisée aujourd'hui. Il y a plus de 110 essais cliniques dans le monde entier, inclus en France, pour traiter de différentes maladies. Il y a déjà aussi dans les marchés des médicaments à base des vecteurs AAV. Et dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de thérapies géniques avec des AAV. Simplement, c'est ça. C'est très straightforward. C'est ça mon explication. Bon, je laisse la parole avec Caroline maintenant, qui va parler des essais cliniques.
Donc, bonjour à tous, je suis Caroline Tuchman-Durand, je suis pharmacien essai clinique donc à l'Institut des maladies génétiques et à l'hôpital Necker. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des essais cliniques en thérapie génique et vous montrer aussi le déroulement pour arriver aussi jusqu'à l'essai clinique et aussi montrer que voilà, c'est bien encadré par le système de santé. Alors tout d'abord, quelles sont les étapes pour arriver en fait au premier essai clinique? Alors tout d'abord, il y a une étape de recherche fondamentale donc, qui consiste essentiellement en de la pharmacologie, voilà, où on va cibler justement la maladie génétique, trouver le bon vecteur. Donc il y a toute cette étape, donc à peu près 3 ans. Et ensuite, on a les essais précliniques, donc chez l'animal, notamment avec des études in vivo, in vitro, et aussi donc, des études de toxicologie pour s'assurer de la sécurité d'emploi de ce médicament de thérapie génique. Et aussi des étapes de développement et de mise au point. Là, il y a toutes les techniques de fabrication à mettre au point et à l'adapter justement pour le patient. Donc au terme de ces étapes de recherche, donc à peu près 6 ans, donc on s'assure d'un rapport bénéfice-risque favorable en faveur du patient. Et donc on va déposer auprès des autorités réglementaires une demande d'essai clinique, donc première administration à l'homme. Donc en thérapie génique, pour la première administration, c'est des essais de phase 1-2. On va regrouper la phase 1-2 donc chez un petit nombre de patients et on veut s'assurer justement de la sécurité du médicament et également de l'efficacité. Et après cette phase 1-2, on a une phase 3 chez un nombre plus élevé de patients. Et justement, on va contrôler justement la sécurité, l'efficacité du médicament chez un plus grand nombre de patients. Et ensuite, donc, après ces phases cliniques, on va demander une autorisation de mise sur le marché, donc plus globale au niveau européen, surtout qu'il s'agit de maladies génétiques, donc des maladies rares souvent, et de les étendre au plus grand nombre de patients. Et ensuite, en parallèle de la mise sur le marché, on a des essais de phase 4 pour vérifier justement la sécurité chez les patients. Alors, donc, les essais cliniques en thérapie génique, donc la participation à un protocole de thérapie génique, ça permet de bénéficier d'une thérapie innovante donc dans un objectif curatif. Donc, c'était l'exemple du SCID. Et donc, à l'hôpital Necker, donc, il y a un accueil et un suivi par une équipe médicale et paramédicale et aussi des équipes de recherche clinique avec des attachés de recherche clinique, des chefs de projet aussi qui vont coordonner l'essai clinique. Ils vont s'assurer de la sécurité et du bien-être du patient tout au long de l'essai clinique. Et pour ces patients qui sont inclus dans nos protocoles, on a un calendrier de visite déterminé dans le protocole qui est validé justement par les autorités compétentes dont je vous parlerai après. Et donc, tout au long de l'essai, on va évaluer justement le rapport bénéfice-risque et s'assurer voilà, qu'il va en faveur du bénéfice. Alors, quelles sont les différentes étapes du protocole de recherche clinique ? Alors, il y a une première étape, donc on va tout d'abord informer le patient et sa famille voilà, sur les espoirs, les risques et les incertitudes de la thérapie génique. Et on va remettre un document d'information au patient, il s'agit de la note d'information. Et donc, dès que le consentement est signé, on peut se préparer à l'inclusion du patient, ça veut dire qu'il va rentrer dans le protocole de l'essai clinique. Ensuite, il y a le traitement du patient, c'est-à-dire qu'on va le faire venir à l'hôpital. Donc, il peut y avoir un conditionnement au préalable. Et donc, le traitement, donc une fois que le patient est conditionné, ça va consister en l'injection du médicament de thérapie génique. Donc après, il y a quelques semaines voilà, pour que le patient se remette, entre guillemets. Et ensuite, quand le patient est apte à sortir, voilà, donc il y a la sortie de l'hôpital et ensuite, il y aura un suivi médical avec vérification de la bonne tolérance au traitement et aussi de l'efficacité. Et ça va être grâce à un suivi des paramètres biologiques. Donc, il y a différents paramètres pour la thérapie génique et qui sont inscrits dans le protocole. Donc, on va suivre aussi toutes ces analyses tout au long du protocole et un suivi régulier des consultations à l'hôpital et également dans le centre d'investigation clinique. Alors, pour les essais cliniques, donc tout ça, c'est très encadré. Voilà, on ne peut pas traiter un patient comme ça au hasard.
Donc, suite aux essais précliniques, donc on dépose auprès des autorités réglementaires. Donc, il y a différentes autorités. Donc, il y a l'ANSM, c'est donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui va vérifier le protocole, la brochure investigateur dans laquelle est expliqué tout le déroulement du protocole, le rationnel scientifique, le rapport bénéfice-risque dont je parlais juste avant. On dépose aussi au niveau du comité d'éthique et on a également 2 entités, c'est le ministère de la Recherche et le Haut Conseil des biotechnologies pour l'agrément du vecteur utilisé et aussi pour valider nos méthodes de travail à l'hôpital Necker. Et donc préalablement à l'inclusion et à la signature du consentement. Et donc pour chaque essai clinique, cette information aux patients et également aux familles est obligatoire. Et donc le patient doit signer le consentement avant de rentrer dans l'essai clinique. Alors après, pour illustrer, voilà, donc à l'hôpital Necker, donc dans le département de biothérapie, il y a un nouveau service de thérapie innovante qui va ouvrir en décembre, voilà, avec 4 chambres équipées d'un SAS pour garantir les mesures d'hygiène et de sécurité pour ces patients hospitalisés. Et donc, ça va être des patients inclus dans des protocoles de thérapie innovante. Donc, nous, on sera là pour programmer ces hospitalisations et s'assurer du suivi du patient. Donc là, c'est la photo d'une chambre. Et enfin, voilà la photo du service avec les 4 chambres là à gauche, voilà pour ces patients. Et les familles aussi pourront venir dans le service. Et à droite, on voit le poste de soins et les bureaux médicaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être déjà dans un premier temps. On a quelques questions en ligne, mais si certains veulent poser une question, je leur apporte un micro. Levez la main. N'hésitez pas. Pas encore de questions? Ok. Alors dans ce cas-là, on va poser les questions qui ont été posées par nos spectateurs en ligne. Donc on en a 4 ou 5. Alors je vais les poser. On avait une question de Nathalie. Demain, pourra-t-on soigner toutes les maladies génétiques avec cette innovation? Effectivement, c'est une très bonne question et c'est la question qu'on se pose toujours. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut pas dire oui. Tout d'abord parce qu'il y a d'autres traitements innovants aussi qui sont en cours de développement et donc l'idée de choisir un parcours de thérapie génique, c'est aussi un accord avec les circonstances. Donc, s'il y a d'autres médicaments, s'il y a d'autres innovations thérapeutiques qui peuvent supplir à ça, il faut faire les pros et les contre de la situation. Et une autre des autres raisons pour lesquelles probablement ça ne sera pas toutes les maladies génétiques, c'est parce qu'on parle de maladies génétiques, mais quand on parle de maladies génétiques, justement, ce n'est pas toujours la même maladie, et donc c'est des présentations différentes, c'est à quel âge on doit traiter. Si on parle de thérapie génique, à quel âge on doit traiter, jusqu'à quel âge on peut traiter, ou à partir de quel âge on peut traiter, et l'organe cible qu'on doit rejoindre, est-ce que c'est un organe qui est facilement accessible par thérapie génique? Donc, pourquoi pas, probablement dans un futur, mais cela, ça sera fait sûrement par étapes et par différents choix du corps scientifique et médical et de la société, bien sûr, parce que c'est un enjeu aussi. Quand on parle de thérapie génique, on parle aussi d'un risque et d'un suivi qui, comme disait Caroline, c'est un suivi qu'on fera à vie, parce que, bien sûr, nous, on s'assure de la sécurité du produit de thérapie génique, mais c'est là, puisqu'on parle d'essais thérapeutiques, c'est à vérifier tout au long du temps. Et pour le moment, on peut vous dire que les patients qu'on traite par thérapie génique sont des patients qu'on suit pendant très 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 longtemps. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Merci. Autre question, quand on réussit une thérapie génique, est-ce que cela veut dire que le patient est totalement guéri? Alors, oui,
On a des patients qui sont totalement guéris grâce effectivement à la correction de, comme je disais tout à l'heure, de ses propres cellules souches hématopoïétiques. Donc ça, c'est l'exemple, je dirais, le plus élégant d'une thérapeutique parce que ça se fait avec les cellules propres du patient. Il y a des situations un peu plus complexes parce que, comme le disait même à l'instant Michaela, c'est vrai qu'il y a des maladies donc génétiques, mais avec des composantes aussi inflammatoires, auto-immunes, etc. Donc, il peut y avoir des situations très complexes qui nécessitent plusieurs niveaux de traitement, je dirais. En tout cas, le but de la thérapie génique, oui, c'est de soigner le patient. Merci. Alors, autre question. Combien coûte un essai clinique de thérapie génique ? Combien ça coûte, oui. C'est très cher, on peut dire que c'est au-delà de 2 millions. Vraiment pour des mRNA, si on considère tout, hein, vraiment, mais là aussi, ce sont les lois du marché, parce que le médicament est sujet aux lois du marché. Donc, si effectivement on considère un médicament qui est mis, qui après est développé à plus large échelle, est-ce que le coût ne peut pas diminuer en raison des lois du marché dont je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'effectivement, ça peut rentrer dans cette discussion. Et aussi, il faut considérer que quand on parle, avec la thérapie génique, on traite des pathologies qui n'ont pas d'alternative thérapeutique et un patient chronique a un coût qui est assez important. Donc, il faut voir quel est le rapport entre une thérapie génique, même si très coûteuse, et une prise en charge d'une pathologie chronique tout au long d'une vie. Alors, je vais répéter la question. Je crois que quelles sont les pathologies concernées? C'est bien ça, madame? Voilà. Quelles sont les pathologies concernées par une thérapie génique? Alors, il y a différents types de pathologies. Donc, tout d'abord, les premières pathologies qui ont été traitées, c'était les pathologies monogéniques, donc où il y a un seul gène qui est malade, donc des maladies génétiques comme ceux qu'a présenté Alessandra sur des déficits, des immunodéficits primitifs, ou d'autres pathologies comme les pathologies du globule rouge, donc la bêta-thalassémie et la drépanocytose, ou des pathologies du métabolisme, où il y a un déficit d'un enzyme. Donc là, on parle des pathologies qui, effectivement, ils ont une gravité vraiment importante et pour le malade et pour la société. Et aussi d'autres pathologies, des pathologies rétiniennes comme des cécités d'origine génétique, l'hémophilie A et l'hémophilie B, qui sont des maladies très sévères, sûrement vous connaissez déjà, par des personnages historiques très connus qui souffraient de ces pathologies. Donc, ce sont des patients qui ne peuvent pas coaguler leur sang. Donc, effectivement, là aussi, on a une alternative thérapeutique. Il y a des facteurs. Ces patients peuvent être substitués avec des facteurs, mais cela nécessite d'une prise en charge hospitalière tout au long de la vie des patients. Quand l'espoir de la thérapie génique, quand on y arrive, c'est vraiment, comme disait Alessandra, de pouvoir guérir le patient et du coup ne pas avoir besoin de recours aux médicaments au-delà de son traitement par thérapie génique. Les cancers aussi, comme je disais au début, c'est effectivement le traitement du cancer par thérapie génique. En fait, c'est le génie des thérapies géniques qui est utilisé pour pouvoir armer les globules blancs, donc les cellules de l'organisme du patient même, de la personne qui atteint d'un cancer. Et on l'utilise plus particulièrement pour des formes graves de leucémie et de lymphome, mais il y a des essais aussi pour d'autres types de cancers pour armer les globules blancs de la personne du malade contre les propres cellules cancéreuses. Alors, non, parce qu'on sait, par rapport aux pathologies monogéniques où on a un gène malade qui donc détermine
le spectrum de la pathologie. Dans le cancer, même s'il y a une prédisposition qui peut être induite par un gène, comme par exemple dans le cas du cancer du sang, après, ce n'est pas, le cancer accumule d'autres mutations et d'autres altérations de l'ADN qui entraînent le cancer. Donc, il n'y a pas vraiment la même spécificité. On ne peut pas utiliser une thérapie génique pour substituer un gène malade qui détermine le cancer. On peut par contre utiliser la thérapie génique pour pouvoir développer des soldats qui vont combattre le cancer. Voilà, je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on peut imaginer un jour traiter les maladies auto-immunes avec la thérapie génique? Ben, c'est déjà le cas, peut-être Alessandra, tu veux... Ben, il y a certaines maladies... Alors là, ça dépend. Il y a des... Pourquoi pas? Ça serait vraiment génial. Mais effectivement, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup d'essais thérapeutiques dans la thérapie génique, mais on a eu aussi beaucoup d'échecs. Et cela, c'est dû à la multifactorialité des pathologies. Donc, on pourrait envisager ça, mais probablement il y a d'autres thérapies innovantes qui sont plus prometteuses pour le moment. Mais pourquoi pas? Voilà. Ouais. Moi, j'aurais une question sur l'éthique dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un comité d'éthique et vous disiez que c'était aussi un choix de société de poser peut-être poser une limite sur la thérapie génique parce que c'est assez délicat. Il y a des personnes qui ont des pathologies très lourdes qui risquent de mourir dans la première année de leur vie. Mais d'un autre côté, on manipule le gène. Donc, est-ce que vous avez des éléments sur ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à ça de ce point de vue-là? Et si oui, laquelle du coup? Alors oui, alors effectivement, donc c'est validé par un comité d'éthique pour s'assurer justement que tout le déroulement de l'essai, voilà, qu'on va respecter une certaine éthique. Ben justement, l'information du patient, ils vont être très regardants sur la note d'information, le consentement, s'assurer aussi des techniques par rapport aux soins courants et aux soins ajoutés par la recherche. Voilà, vérifier cette éthique, qu'elle est bien respectée en fait tout au long de l'essai. Si je peux me permettre d'ajouter une chose aussi, c'est une très bonne question, effectivement. C'est la question qu'on se pose toujours dans notre quotidien. Et c'est là, effectivement, où je reviens à la discussion de tout à l'heure, où on évalue aussi les alternatives thérapeutiques. C'est sûr que s'il y a la possibilité d'une greffe de moelle gène identique, on se pose la question si préférer la thérapie génique ou pas. Donc, il y a des enjeux qui on tient toujours en compte, parce que de toute façon, il existe la pathologie, mais nous, on se rapporte au patient dans sa singularité. Donc, c'est une question et des questionnements qu'on se pose au cas par cas. Voilà. Moi, j'ai une question sur globalement le risque que ça représente la thérapie génique, juste globalement pour comprendre en fait. J'en profite, on avait une question en ligne qui rejoint un peu cette question, qui demandait est-ce que la thérapie génique pouvait faire, entre guillemets, plus de dégâts que de réparation. Je pense que c'est un peu la même... Et quels sont les risques? Oui, d'accord. Ben voilà, il y a deux questions, du coup. Oui, alors, je peux effectivement répondre parce que... ça concerne aussi un des premiers protocoles de thérapie génique qui ont été développés, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'était les tout premiers protocoles avaient été marqués par quelques épisodes de ce qu'on appelle une mutagénèse insertionnelle, qui est donc le risque majeur, je dirais, lié aux stratégies de thérapie génique. Toute stratégie de thérapie génique, c'est-à-dire on va insérer quelque chose dans le génome, donc où est-ce qu'il va s'insérer exactement? C'est un peu ça. Donc les tout premiers protocoles avaient été effectivement caractérisés malheureusement par des cas de leucémie qui ont guéri, chez 3 patients sur 4 ont été guéris avec des traitements standards. Et pourquoi? Parce que les vecteurs c'est un peu technique, mais bon, il s'était inséré à proximité d'un proto-oncogène. Et la façon où ce premier type de vecteur avait été designé faisait que
il avait une séquence qu'on appelle une séquence énoncère intégrée dans les vecteurs mêmes, qui fonctionnait pour activer le gène à l'intérieur duquel les vecteurs s'étaient insérés. Donc à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Donc malheureusement, il y a eu chez quelques patients, les vecteurs est allé s'insérer donc dans des protoncogènes. Les protoncogènes, ce sont des gènes qui sont en situation de tranquillité, je dirais, mais s'ils sont activés, s'ils sont stimulés, peuvent donner lieu à un cancer, à une leucémie dans les cas en particulier. Ce qui a été malheureusement le cas pour quelques patients à cause de ce mécanisme précis de ce vecteur. Donc, quand cela a été, évidemment, ce mécanisme a été caractérisé et identifié, il y a eu un énorme travail à l'international qui a duré au moins 10 ans, je dirais, avant de développer un deuxième protocole de thérapie génique, parce qu'il y a eu toute une nouvelle génération de vecteurs qui ont été donc, conçus et créés après la caractérisation de cet épisode, de ces phénomènes, et ce sont des vecteurs qui, évidemment, n'ont plus ce mode de fonctionnement. Donc, ce sont des vecteurs qu'on appelle actuellement de SIN l'antivirus, donc Self-Inactivating l'antivirus. Donc, encore une fois, c'est un peu technique, mais l'idée de base, c'est que, effectivement, avec cette nouvelle génération de vecteurs qui est maintenant utilisée depuis assez longtemps, on a un recul de plusieurs années, et plusieurs centres aussi, parce que moi, j'ai présenté un exemple de notre centre, parce que je ne voulais pas non plus parler trop longtemps sur ces sujets, mais évidemment, il y a d'autres protocoles qui ont été faits entre-temps, sur d'autres pathologies, dans d'autres centres également. Donc, il y a des centaines de patients qui ont été maintenant traités avec cette stratégie. Et depuis qu'on a utilisé, nous et d'autres centres, encore une fois, cette nouvelle génération de vecteurs, il n'y a plus aucun cas de mutagénèse insertionnelle. Donc, pour répondre à la question, je dirais que le risque majeur de la thérapie génique, c'est celui-là. C'est pour ça que, comme Caroline l'a très bien expliqué, il y a un énorme travail qui est fait en amont d'un protocole de thérapie génique avec des années de travail pour montrer la faisabilité, mais aussi évidemment la sécurité de ces traitements. Et là, on a parlé plus spécifiquement d'une technique qui est donc celle qu'on appelle de gene addition, c'est-à-dire on ajoute un gène qui va s'intégrer dans les génomes. Michaela a tout au début mentionné une autre technique, celle qu'on appelle de gene editing, c'est-à-dire on remplace à ce moment-là un gène malade avec un gène sain. Donc celui-ci, c'est une technique très prometteuse, très prometteuse, dans laquelle il y a plusieurs études en cours pour amener à des protocoles cliniques. L'avantage de cette nouvelle approche, est que effectivement le gène qu'on va insérer, il va être inséré dans son environnement génétique, je dirais, parce qu'il va prendre exactement la place du gène malade. Il ne va pas s'intégrer au hasard. Mais en même temps, il y a beaucoup de prudence, évidemment, heureusement là-dessus, avant que ces protocoles puissent être menés en clinique, parce qu'il faut être sûr que les enzymes qui agissent pour couper l'ADN là où les gènes doivent être insérés agissent vraiment au bon endroit. Donc, encore une fois, je pense que le problème, enfin, le risque, voilà, c'était ça la question. Le risque majeur de la thérapie génique, je dirais que c'est dans ces sens-là, parce que, comme j'ai expliqué, contrairement à l'approche par greffe de moelle osseuse classique, il n'y a pas du tout de risque de rejet ou encore moins de GVH, graft versus host disease, donc l'attaque en fait du greffon contre l'autre, contre le patient. Ça c'est typique, enfin c'est typique, non, c'est pas typique, mais je veux dire c'est possible dans le cas d'une greffe allogénique, parce que ce sont des cellules du patient et du donneur qui se retrouvent à coexister. Et parfois la coexistence est un peu compliquée quand ils ne sont pas parfaitement compatibles. Dans les cas de la thérapie génique, encore une fois, il s'agit des cellules du patient, donc elles sont parfaitement reconnues par les patients parce que ce sont ses propres cellules. Bonjour, j'ai une question en fait sur le choix des personnes des personnes malades qui vont entrer dans les études cliniques. Est-ce que c'est à elles de venir vers vous ou c'est vous qui faites une enquête en France pour trouver ces personnes?
Alors, en fait, à Necker, donc, par exemple, le patient va être suivi par un médecin à Necker. Voilà, et dès lors qu'il y a un protocole qui arrive, voilà, il va identifier certains de ses patients. Et dans le protocole, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, il faut voir si le patient répond bien à ces critères d'inclusion et voir justement s'il y a bien un rapport bénéfice-risque favorable pour ce patient. Ensuite, le médecin va en parler au patient, il va en discuter aussi avec sa famille. Et à ce moment-là, voilà, il peut y avoir un choix qui est fait pour rentrer dans ce protocole. Moi, j'aurais voulu savoir comment le vecteur va arriver au bon endroit, c'est-à-dire à la fois au niveau de la cellule cible et puis après au bon endroit au niveau du gène, en fait. Donc, par exemple, dans l'exemple j'ai des thérapies sur la rétine, c'est ça, ou sur... je ne sais pas comment se fait l'injection déjà. Est-ce que à quel niveau se fait l'injection? Bon, dans le cas d'AV, par exemple, on a les choix, on trouve dans la nature de différentes AV, de différents virus, et on peut choisir la capside, et on sait que les différentes capsides, elles ont un tropisme, elles vont cibler de différentes cellules dans notre corps. Et du coup, par exemple, on sait que si on va traiter une maladie dans le foie, on va choisir la capside AV8, parce que celle-là, elle a plus un tropisme, elle va cibler de plus les cellules de foie. On va choisir la capside, mais là aussi, on a aussi des éléments régulateurs qu'on va ajouter dans notre gène et médicament, comme Michael avait expliqué, par exemple, des promoteurs. Ça veut dire, même si l'AV, il ne va pas dans la... On a envie de cibler les foies, on a choisi la capside qui va cibler les foies, mais même si par hasard, les virus, il va entrer dans une autre cellule, il ne va pas fonctionner, il ne va pas s'exprimer parce que le promoteur, c'est un élément de sécurité, on pourrait dire. On va mettre un promoteur, un élément qui va juste être activé dans les bonnes cellules. L'expression de gène, la protéine, par exemple, va être ciblée dans une cellule et ça va marcher dans cette cellule, par exemple. C'est comme ça qu'on s'assure de cibler les bonnes cellules et d'avoir la bonne réponse dans les bonnes cellules. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Si votre question était aussi sur comment physiquement on donne le produit de thérapie génique, cela aussi dépend de l'organe à cibler. Parce que, par exemple, dans les cas comme Marcelo citait de la AV8, donc de ce virus qui a un tropisme très important pour le foie, on peut l'injecter dans le sang et donc après il ira dans le foie, mais après il y a d'autres organes qu'il faut cibler directement et donc aller amener directement le produit de thérapie génique directement dans l'organe. Oui, par exemple pour les yeux peut-être. Avec une injection. Dans les yeux, dans le cerveau par exemple. Le cerveau, on peut le faire par exemple dans la moelle épinière, ce qu'on fait dans les amyotrophies spinales, dans des pathologies neuromusculaires, c'est d'aller donner ce produit de thérapie génique dans le liquide dans lequel il baigne le cerveau et la moelle épinière, donc au niveau dans l'espace intervertébral. Et également pour l'efficacité, je pense que ça prend un certain temps aussi, le temps que... Le grand risque, c'est qu'il soit inefficace dans le sens que puisqu'on utilise des vecteurs viraux, si l'organisme, si la personne a déjà rencontré le virus précédemment, parce que ce sont des virus les adénovirus sont très fréquents, et on a déjà développé des anticorps, donc on a déjà développé des défenses contre ce virus, et du coup l'organisme reconnaît cette enveloppe comme virus, et du coup elle va la détruire, et dans ces cas-là, du coup, il y a une inefficacité de la thérapie génique. D'où aussi une forme de sélection qu'on doit faire pour les patients qui sont éligibles pour certains types de thérapie génique sur la base de leur répertoire anticorpal. Et anticorpal en général de réponse contre certains virus. Et également pour savoir à quel moment on sait que ça marche, parce que ça peut mettre des semaines alors peut-être. Ah oui. C'est pour ça qu'on suit les patients tout au long. Après, ça dépend du type de thérapie génique qu'on effectue. On sait que, par exemple, dans les cas de l'antivirus, on doit attendre les premiers mois post-thérapie génique pour voir s'il y a une expression du
produit de thérapie génique et si cette expression reste stable dans le temps. Et également aussi pour les adénovirus, on doit surveiller pendant tous les premiers mois les patients, parce qu'après, justement, si on voit qu'il y a une défaillance de production, on peut les traiter, on peut rattraper avec des traitements immunosuppresseurs la réussite de la thérapie génique. C'est vraiment très spécifique par rapport au type de pathologie et au type de technique utilisée. J'ai une question, c'est pour savoir si vous avez vu des cas où au fil du temps, vous avez vu une perte plutôt un retour de la maladie, ou c'est pas des choses que vous avez vues encore ou... Vous voulez dire un échec de la thérapie génique ou une perte? Plutôt dans le sens où vous avez fait le traitement, ça a marché pendant un temps, et ensuite vous avez vu que finalement les signes cliniques de la maladie. Malheureusement, oui, ça fait partie des échecs. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça ne dépend pas de la réussite ou non d'un protocole, c'est vraiment dépendant de chaque patient parce que soit effectivement il y a une inactivation du produit de thérapie génique par l'organisme qui le reçoit, et soit sinon d'autres fois il y a des différents cas, soit il y a une inflammation qui est présente dans l'organisme du patient receveur et qui du coup est précédente déjà, est due à la pathologie de base qui fait que les cellules transduites qui ont été injectées, ils vont être perdues. Mais malheureusement, ça fait partie des possibilités d'échec de la thérapie génique. J'ai encore une question. Vous avez dit qu'à la fin du schéma classique, il y a une mise sur le marché d'un traitement. Et est-ce que vous en avez qui ont été mis sur le marché et qui sont en vente je ne sais pas si c'est le terme. Oui, avec l'AV, il y a 3 médicaments au marché, je pense, à ce moment. Un pour traiter SMA, c'est une maladie neuromusculaire. Un autre pour maladie ophtalmique. Et un autre pour maladie, c'est pour les pays, une maladie métabolique. Oui, et en plus des carticelles de Kymriah. Ah oui, pardon, j'ai parlé des AV, des médicaments à base des vecteurs AV. Ils sont déjà dans les marchés. En lien avec ça, quand vous dites que c'est mis sur le marché, c'est que c'est accessible aux personnes qui sont malades, ou c'est en vente à toute personne qui par exemple, ne vit pas en France Ils sont accessibles aux personnes malades, par contre, ils sont très coûteux. Mais ça dépend du système sanitaire de chaque pays, parce que, par exemple, pour ceux qui... En France, pour les médicaments qui ont été acceptés et qui donc sont sur le marché, sous condition de remplir les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de ce traitement, c'est un traitement qui peut être accessible à la personne malade qui en demande. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Et vous avez répondu en même temps aux 2 autres questions qu'on avait en ligne. Donc je pense que s'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette conférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.